Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était l'un de ces rares après-midi londoniens où le brouillard et le besoin insatiable de stimulation mentale de Poirot étaient momentanément apaisés. Le feu crépitait avec une modestie polie dans l'âtre de notre appartement, de Whitehaven Mansions. Et moi, le capitaine Arthur Hastings, j'étais absorbé par un roman récemment acquis, dont l'intrigue, je dois l'avouer, avait plus d'enthousiasme que de plausibilité. Un homme reçoit un appel téléphonique, dis-je à voix haute, de quelqu'un prétendant être lui-même, mais du futur. Pouvez-vous imaginer une telle chose, Poirot? En face de moi, assis avec une perfection géométrique dans son fauteuil, Poirot croisait les mains sur son ventre avec le calme d'un homme qui a vaincu le chaos. « Mon cher Hastings, dit-il en haussant un sourcil, je peux tout imaginer, sauf un Britannique arrivant à l'heure et un voyageur temporel gardant son numéro de téléphone inchangé. » J'ai ri. « Alors, tu ne crois à aucune de ces absurdités? » « Non, dit catégoriquement Poirot, mais je crois à mon ami qu'une personne en grande détresse peut agir d'une manière qui défie la logique, mais pas la psychologie. Pourtant, dis-je en agitant le livre, un appel du futur. C'est impossible. Les moustaches de Poirot se contractèrent légèrement. Et pourtant, n'est-il pas également impossible, Hastings, de disparaître d'une pièce fermée à clé, ou d'empoisonner un homme sans toucher à sa nourriture? Je me suis penché en arrière, amusé. C'est juste, mais celui-ci est une fiction de bout en bout. Un coup à la porte nous interrompit. « Entrez » appela Poirot, en se levant avec ce curieux mélange de grâce et de raideur qui lui est propre. C'est ainsi qu'a commencé l'affaire, qui, même si elle n'impliquait pas de voyage dans le temps, donnait parfois l'impression que nous chassions un fantôme dans le futur. Debout devant notre porte se trouvait une femme d'environ 25 ans, habillée impeccablement, mais avec un comportement qui suggérait qu'elle s'était habillée de mémoire plutôt que d'intention. Ses gants n'étaient pas assortis, ses cheveux légèrement défaits, et, même si ses yeux étaient d'un bleu saisissant, ils s'élançaient comme des oiseaux surpris depuis un arbre. « Vous devez être Monsieur Hercule Poirot, » dit-elle d'une voix tremblante. « S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. » Poirot s'inclina courtoisement. « Mademoiselle, vous avez raison, je le suis. Et ceci, » me fit-il un geste qui impliquait à la fois de l'affection et une légère exaspération. « C'est mon bon ami et chroniqueur, le capitaine Hastings. » Je me levai et lui fis un signe de tête poli, mais elle me remarqua à peine. « Puis-je m'asseoir » elle a demandé. « Mais certainement, » répondit Poirot. « Viens t'asseoir près du feu, raconte-moi tout, en commençant par ton nom, s'il te plaît. »« Je m'appelle Elvira Thorne, » dit-elle, en se perchant sur le bord du fauteuil, comme un moineau nerveux. « Mon fiancé, Charles Remington, il m'a téléphoné hier soir. » Poirot pencha la tête, et c'est inhabituel, sa voix s'abaissa jusqu'à devenir un murmure. « Il m'a dit de ne pas venir à notre dîner de fiançailles. Il a dit qu'il serait mort demain. » J'ai cligné des yeux. Poirot resta complètement immobile. Il avait l'air calme, a-t-elle poursuivi, étrange, distant, comme s'il avait fait la paix avec quelque chose. « Et qu'avez-vous fait alors, mademoiselle » demanda doucement Poirot. J'ai essayé de rappeler, il n'a pas répondu. Alors je suis allé chez lui ce matin, il a tout nié, il a dit qu'il ne m'avait pas appelé, que j'avais dû en rêver. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement, et je sus instantanément
que ces petites cellules grises étaient occupées. « Alors, mademoiselle, dit-il, il faut se demander, à qui avez-vous parlé et pourquoi ont-ils voulu vous prévenir ?» Elvira inspira et regarda le feu comme si elle espérait qu'il répondrait à notre place. « Je sais ce que j'ai entendu, » dit-elle. C'était la voix de Charles, exactement sa voix, son phrasé, même sa petite toux avant de parler. Il fait toujours ça quand il est nerveux. Et pourtant, murmura Poirot, il insiste sur le fait qu'il n'a pas appelé. Il en était très sûr, a-t-elle déclaré. Mais quelque chose semblait bizarre, comme s'il essayait de se convaincre plus que moi. Je me suis penché en avant. Alors, il est vivant. Pour l'instant, dit-elle doucement. Poirot croisa les doigts. Dites-moi, mademoiselle, à quelle heure est arrivé cet appel? Il est 22h07, précisément. Curieux, dit Poirot. Et la ligne était-elle claire? Oui, parfaitement. Pas un crépitement, ni un retard. Et quels mots a-t-il utilisés exactement? Demanda Poirot, avec l'intensité d'un homme essayant de se rappeler le motif d'une tapisserie. Il m'a dit « Ne viens pas au dîner, Elvira, je ne serai pas là. Demain, je serai mort. » Puis, la ligne a été coupée. Un silence tomba sur la pièce. « Mon Dieu !» murmura Poirot. « Quel message effrayant !» Prononcer son propre destin comme si on récitait un programme. Je pensais que c'était peut-être une farce, ou qu'il avait bu. Mais ensuite, quand il l'a nié si complètement, Poirot se leva, lissant sa veste. « Mademoiselle, j'accepte votre cas. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'une farce. De tels messages, réels ou imaginaires, ne tombent pas du ciel. Quelqu'un, quelque part, avait une raison pour ses propos. » À ce moment-là, un coup sec retentit à notre porte. Poirot l'ouvrit. Debout là, pâle et abasourdi, se tenait un agent de police en uniforme. « Il y a eu un décès, monsieur, » dit-il. « Monsieur Charles Remington a été retrouvé mort dans son bureau il y a quelques instants. Suicide apparent. » Elvira haleta. J'ai senti ma poitrine se serrer. Poirot, cependant, se contenta de murmurer. Alors la voix, mon ami, venait vraiment de demain. Nous avons accompagné Miss Elvira Thorne dans une voiture de location jusqu'au domaine Remington, à Kensington, une maison élégante de couleur crème avec du lierre aux fenêtres et de la richesse gravée dans chaque brique. L'atmosphère, à l'intérieur, semblait cependant curieusement stérile. Un silence régnait dans les couloirs que l'on associe au musée ou au mausolée, des lieux où les voix craignent de s'avancer. Charles Remington nous a accueillis dans le salon, vêtu d'un costume bleu marine élégant, et du genre de sourire fixe que l'on voit chez les hommes, déterminés à ne pas trahir leurs nerfs. Il était grand, avec des cheveux blonds, coiffés à une perfection presque artificielle, et une voix qui, malgré sa douceur, vacillait parfois, comme une radio captant des interférences. « Elvira, » dit-il en se levant, « tu n'aurais pas dû venir. »« Je devais le faire, » répondit-elle. « Tu sais pourquoi ?» Charles cligna des yeux et jeta un coup d'œil à Poirot et à moi-même, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé. Qui sont ces messieurs ?» Poirot s'avança, toujours impeccable et toujours poli. « Monsieur Remington, je suis Hercule Poirot, et voici mon associé, le capitaine Hastings. Nous sommes ici à la demande de mademoiselle Thorne, qui est naturellement troublée. » « Troublée ?» Charles regarda à nouveau Elvira, les sourcils froncés. « Que leur as-tu dit ?»« Que tu m'as appelé hier soir, » dit-elle clairement. « Tu m'as dit de ne pas venir, que tu serais mort demain. » Le silence qui suivit fut absolu. « Quoi? C'est absurde. » Charles rit trop vite. « J'ai été là tout le temps. Je ne t'ai pas appelé. Elvira,
Tu es sûr que tu ne rêvais pas? Elle se raidit. Tu penses que je l'ai imaginé? Poirot intervint en douceur. Ne soyons pas si pressés, monsieur. La voix qu'elle a entendue. Serait-ce quelqu'un d'autre, peut-être, vous imitant? Charles fronça les sourcils. Je suppose. Mais qui ferait une chose pareille? Poirot sourit simplement. En effet, monsieur. Qui et pourquoi? Ce soir-là, nous sommes retournés à Whitehaven Mansion. Poirot semblait plongé dans ses pensées. Le bout des doigts, pressés l'un contre l'autre, les yeux fermés, comme s'il écoutait des réponses dans la brise. Je me suis abstenu de l'interrompre, même si ma curiosité bouillonnait, comme une bouilloire sans surveillance. « Eh bien, dis-je enfin, incapable de m'en empêcher. Il semblait assez authentique, n'est-ce pas? Un peu secoué, mais pas coupable. » Poirot ouvrit un œil. « Hastings, mon ami, quand vous êtes coupable, vous êtes rarement assez gauche pour le paraître. Non, M. Remington est un homme qui marche sur une corde raide, mais il n'est pas encore tombé. » Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, on frappa violemment à la porte. Poirot se leva immédiatement. « C'est mon ami, » dit-il gravement. « C'est le son de la vérité qui arrive. » Il s'agissait en fait d'un agent de Scotland Yard, l'air troublé et essoufflé. « Désolé pour l'heure tardive, » commença-t-il, « mais nous avons pensé que vous voudriez être informé directement, Monsieur Poirot. Il y a eu un décès, Charles Remington. » Elle vira haleta, sa main se portant à sa bouche. Le visage de Poirot restait illisible. « Trouvé il y a environ une demi-heure par la femme de chambre, » a poursuivi le constable. « Seul dans son bureau, blessure par balle, on dirait un suicide. » Poirot hocha lentement la tête. « Et l'arme? » »« Toujours dans sa main, monsieur. Chambre verrouillée, aucun signe de perturbation. »« Merci, » dit doucement Poirot. « Mais ne soyez pas si prompte à qualifier cela de suicide. » Le policier cligna des yeux. « Mais on dirait que... » »« Ah, oui, » l'interrompit doucement Poirot. « On dirait. C'est ça le truc, n'est-ce pas? » Elvira se tourna vers Poirot. « Il a dit que cela arriverait. Hier soir, il l'a dit. Vous m'avez entendu. » La voix de Poirot se transforma en un murmure. « Alors il faut se demander ceci, mademoiselle. A-t-il parlé de l'avenir, ou quelqu'un d'autre l'a-t-il écrit pour lui? Le lendemain matin, nous avons pris un train pour le village de High Compton, où le domaine de Remington, Greystone Manor, se trouvait dans un isolement majestueux. Une épaisse brume s'accrochait au sol, projetant de longues et fines ombres sur l'allée de gravier, alors que notre automobile se dirigeait vers l'entrée principale. Le manoir lui-même était un beau bâtiment de conception édouardienne, aux larges épaules, avec du lierre grimpant sur son aile ouest comme pour tenter d'y étouffer la vie. Elle avait l'air d'une maison qui désapprouvait les étrangers. Un majordome au visage sévère a ouvert la porte alors que nous approchions. « Monsieur Poirot » dit-il, comme s'il soupçonnait déjà que notre présence ne serait pas la bienvenue. « Sa Seigneurie vous attend dans le salon bleu. » Alors que nous entrions dans le hall, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point l'endroit était totalement silencieux. Pas de pas, pas de voix, juste le tic-tac assourdi d'une horloge de longue durée dans le couloir. Poirot, toujours observateur, me tapota légèrement le bras. « Entendez-vous cela, Hastings ?»« Je n'entends rien, » répondis-je. « Précisément, » murmura-t-il. « Et le silence, mon ami, dans une maison de deuil, est à prévoir. Mais ceci, c'est le silence de la surveillance. Quelqu'un écoute. » Je jetai un regard méfiant autour de moi. « Vous pensez que le tueur est toujours là ?» Poirot offrit un sourire mystérieux. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, mais il serait très inefficace de tuer puis de fuir, avant de savoir si votre illusion a réussi, n'est-ce pas? » Avant que je puisse répondre, nous fûmes introduits dans le salon bleu, où attendaient les véritables personnages de cet étrange drame,
en détachements soigneusement disposés. L'air était fragilisé par des ressentiments tacites et un chagrin trop net pour être réel. Et ainsi, les petites cellules grises commencèrent leur travail. Lady Abiel Remington entra dans la pièce avec l'élégance de quelqu'un habitué à commander. Elle était drapée de crêpe noire, ses cheveux gris fer étaient sévèrement retenus en arrière, et ses yeux, d'acier, illisibles, balayaient Poirot et moi-même comme un juge observant deux jurés perturbateurs. « Soyons brefs, monsieur Poirot, » dit-elle sans proposer de s'asseoir. « J'ai accepté cette rencontre par courtoisie envers la police. La mort de mon fils est encore fraîche. Je ne laisserai pas sa mémoire traîner dans la boue. »« Madame, » répondit Poirot, en s'inclinant légèrement, « j'admire votre courage, mais je crains que la mémoire ne puisse être ternie par la vérité, seulement par des mensonges. » Elle eut un sourire serré, très poétique, mais Charles était un homme bon, troublé peut-être, mais pas criminel. « Vous avez désapprouvé sa fiancée, n'est-ce pas ?» demanda délicatement Poirot. Son expression n'a pas changé. « J'ai désapprouvé la précipitation. Elvira Thorne est charmante. Oui, mais Charles la connaissait à peine. Leur fiançailles était une distraction, émotionnelle, impulsive. Charles avait des responsabilités. Comme l'entreprise familiale, osa Poirot. Dame Sibyl hocha la tête. Précisément, son père a construit Remington Shipping à partir de rien. Ce n'est pas simplement une entreprise, c'est notre héritage. Intervinis-je doucement. Vous avez mentionné qu'il était troublé? Le stress, monsieur Hastings, un lourd fardeau. Charles l'a supporté du mieux qu'il a pu. Poirot se pencha légèrement en avant. Madame, Charles a-t-il déjà parlé de quelqu'un essayant de le saper? Une menace pour sa position? Pendant un bref instant, ses yeux clignotèrent. Non, dit-elle enfin. Il ne s'est jamais confié à moi. Nous n'étions pas toujours communicatifs. Le silence d'une mère, dit doucement Poirot, est parfois plus éloquent que la confession d'un fils. Elle cligna des yeux, surprise. Je vous demande pardon. Rien, madame. Seulement que le cœur, il voit souvent ce que les yeux refusent d'admettre. Nous avons pris congé peu de temps après, mais en sortant, Poirot s'est tourné vers moi et a murmuré. Lady Sibyl est une femme qui craint le scandale avant le chagrin. Et cela, Hastings, vaut toujours la peine d'être noté. Nigel Cartwright nous attendait dans le bureau. Un homme grand et nerveux, avec des cheveux prématurément argentés et l'énergie nerveuse de quelqu'un qui a passé trop d'heures à arpenter les sols en marbre. Il était habillé de manière informelle, mais soignée, et lorsqu'il serrait la main, sa poigne était ferme, trop ferme, comme pour suggérer une force là où il n'y en avait pas. « Je suppose que vous êtes ici à propos de Charles, » dit-il en s'asseyant dans un fauteuil en cuir. « Une affaire horrible, je n'arrive toujours pas à y croire. » « En effet, » dit doucement Poirot, « tu étais proche. Meilleurs amis. Nous sommes allés à l'école ensemble. J'étais témoin à son mariage. Cela n'est jamais arrivé, évidemment. » Il eut un petit rire amer. « Et pourtant, » dit Poirot, « vous vous êtes disputé la veille de sa mort, n'est-ce pas ?» Nigel se raidit. « Où as-tu entendu ça ?» Poirot haussa simplement un sourcil. « Ce n'était pas grave, » dit rapidement Nigel. « Un désaccord sur les livres. Charles pensait qu'il y avait une erreur comptable. J'ai dit que ce n'était rien. Cela ne méritait pas son attention. » Poirot se pencha en avant. « Mais il a insisté, n'est-ce pas ?» Nigel se frotta la tempe. « Oui, il l'a toujours fait. Mais il était sous pression, voire paranoïaque. Je lui ai dit qu'il avait besoin de repos. Avez-vous cru cela ? J'ai demandé. Honnêtement ? » Nigel hésita. Oui et non. Il parlait de choses étranges ces derniers temps. Du temps,
des messages, comme s'il pensait que quelque chose de terrible allait arriver. J'ai jeté un coup d'œil à Poirot, qui ne dit rien, même si ses yeux brillaient d'un intérêt soudain. « Et les livres ?» demanda Poirot avec désinvolture. Étaient-ils vraiment en ordre? « Ils le sont maintenant, » dit prudemment Nagel. Poirot sourit poliment. « Bien sûr, mais je me demande, l'ont-ils toujours été ?» Il y eut une longue pause. Nigel se leva. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de choses à gérer depuis le départ de Charles. » Alors que nous sortions du bureau, Poirot haussa légèrement les épaules. Un homme qui a peur d'être surveillé, Hastings, nettoie parfois un gâchis qui n'était jamais censé être découvert. « Tu penses qu'il cache quelque chose? » « Mais naturellement, » dit Poirot. « La question est, a-t-il peur du scandale ou de la révélation? Isadora Finch n'était pas ce à quoi je m'attendais. Là où Elvira était calme et douce, Isadora était vive, tant par ses traits que par son tempérament. Ses yeux, sombres et rapides, allèrent Poirot à moi avec une suspicion ouverte, alors qu'elle se perchait sur le bord d'une chaise longue dans le salon est. Elle s'était déjà servi un sherry, alors qu'il était à peine midi. « Je suppose que vous êtes ici pour voir si je l'ai tué ?» dit-elle brusquement en soulevant le verre. Poirot eut un petit sourire. « Mademoiselle, si je pensais cela, je devrais parler avec la police, pas avec vous. » Elle eut un rire doux et scassant. « Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence les deux sont interchangeables. » Poirot s'assit à côté d'elle avec sa grâce délibérée et féline. « Vous étiez l'ami de mademoiselle Thorne, n'est-ce pas ?»« Je l'étais, » dit-elle en posant son verre avec un peu trop de force. « Nous étions à l'école ensemble, puis elle s'est laissée emporter par ce monde. Charles, le manoir, l'entreprise familiale. Elle aimait le drame. Mais pas toi, j'ai demandé. » Elle tourna son regard vers moi, un éclair de ressentiment à peine masqué. « Disons simplement que je n'ai pas été invité dans ce cercle. Elvira a toujours su savoir quelle porte s'ouvrirait pour elle. » Poirot croisa les mains. « Pourtant, tu es venu au dîner de fiançailles. »« Oui, » dit-elle brièvement. « Parce que je suis un ami fidèle, même si je ne suis pas apprécié. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et qu'avez-vous pensé de M. Remington ?» Les lèvres d'Isadora se retroussèrent. Il était charmant, à la manière des hommes comme lui, riche, beau, gentil quand cela ne lui coûtait rien. « Vous l'admiriez ?» Sa voix baissa. Il m'a à peine vu. Il y eut une longue pause. Poirot pencha la tête. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « ne confondez pas l'invisibilité avec l'innocence. » Elle se raidit. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Oh, je pense que oui, » répondit doucement Poirot. « Mais laissons cette pensée de côté, pour l'instant. » La dernière entrevue de la matinée eut lieu avec le révérend Basil Crane, un homme à l'air solennel, dont le menton semblait déterminé à disparaître dans son col de bureau. Il nous accueillit dans son bureau, une pièce modeste bordée de livres qui sentait légèrement le vieux bois et le camphre. « Vous me pardonnerez, » dit-il en versant le thé, « si je n'ai pas grand-chose à offrir. J'ai connu Charles, bien sûr, mais seulement comme on connaît un paroissien. Pourtant, je comprends que vous ayez conseillé la famille en privé, à l'occasion, » a déclaré Poirot. « Eh bien, oui, » a admis Crane, « de temps en temps. Une oreille morale, rien de plus. Étiez-vous au dîner de fiançailles ?» J'ai demandé. Il hésita. « Je ne l'étais pas, » a-t-il déclaré. « J'avais un sermon à préparer pour dimanche. » Poirot haussa un sourcil. « Celui qui ne pourrait pas être préparé après le dessert. » Crane offrit un sourire peiné. « Monsieur Poirot, vous devez comprendre, je suis un homme solitaire. Ces mondanités m'épuisent. »« Compréhensible, » répondit Poirot. « Et pourtant,
Le moment de votre absence est curieux. Le sourire de Crâne s'effaça. Vous ne pensez sûrement pas. Poirot leva la main. Je ne pense encore à rien. Je ne fais qu'observer. Il y eut une pause pendant que Poirot jetait un coup d'œil autour de la pièce, ses yeux s'attardant sur un phonographe poussiéreux sur l'étagère du fond. « Vous êtes un homme de tradition, révérend ?» dit Poirot d'un ton léger. « Trouvez-vous que les habitudes, les routines, vous réconfortent ?»« Oui, » répondit lentement Crâne. « Il manque. Alors permettez-moi de vous poser une dernière question. Charles est-il déjà venu vers vous en détresse? Avec une confession, peut-être ?» Crâne sembla avaler quelque chose de non dit. « Non, dit-il enfin, rien que je puisse répéter. » Poirot se leva. « Ah, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que rien du tout. » Nous avons pris congé, et alors que nous sortions dans le couloir, Hastings se tourna vers Poirot avec un regard perplexe. « Avez-vous obtenu de lui ce que vous vouliez ?» La moustache de Poirot se contracta. « Non, Hastings, mais j'ai compris ce qu'il a fait pas dire, et ça, mon ami, c'est parfois bien plus fort. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot et moi avons eu accès au bureau de Charles Remington, une pièce richement meublée avec des boiseries en acajou, de hautes fenêtres en plomb et une odeur distincte de tabac persistant sous le cirage et le cuir. C'est ici, nous dit-on, qu'on avait retrouvé Charles, assis à son bureau, une seule balle dans la tempe, le revolver toujours à la main. C'était, comme Poirot l'a décrit, une mort arrangée pour le confort des vivants. La police avait déjà fouillé la pièce, bien sûr, mais Poirot a insisté pour recommencer. Il se déplaçait lentement, avec respect, ses doigts effleurant les surfaces comme s'il s'attendait à ce que le bois lui-même murmure des secrets. Je l'ai suivi en silence, me sentant un peu comme un écolier observant un professeur de détection métaphysique. « Vous voyez, Hastings, » murmura-t-il, « le suicide est une affaire de cœur, mais ceci, c'est une chose de conception. » Il s'arrêta devant le bureau et s'agenouilla, récupérant un petit éclat de verre sous le fauteuil en cuir. « Un verre de vin, » observa-t-il, « et pourtant, il n'y a qu'un seul verre sur la table. » J'ai regardé. « Peut-être qu'il s'est cassé pendant la lutte. »« Lutte ?» répéta Poirot. « Ah, tu penses qu'il y en avait un ?»« Eh bien, j'ai supposé. » demanda doucement Poirot. « L'Assomption, mon ami, est l'ennemi des petites cellules grises. » Il se leva et montra le sol près du foyer. « Voyez-vous, Hastings, la petite marque sur le tapis? À peine visible, une empreinte dans la laine. »« Un petit, dis-je, cylindrique peut-être ?»« Exactement, le genre de marque laissée par un coupe-papier debout. Et pourtant, il n'y a pas de coupe-papier. » Égaré, Poirot haussa un sourcil. « Ou supprimé. » Il tourna ensuite son attention vers les tiroirs du bureau. La plupart étaient vides ou contenaient des objets inoffensifs, de la papeterie, un buvard, quelques vieux reçus. Mais dans le tiroir du bas, il trouva une feuille de parchemin, pliée, de couleur crème. Curieusement, il était adressé à Adélaïde et signé des initiales de Charles. « Qui est Adélaïde ?» j'ai demandé. Poirot lut à haute voix. « J'ai été idiot de croire que je pouvais vivre sans toi. Si cette lettre te parvient, c'est parce que quelque chose ne va vraiment pas. Sache que je n'ai jamais arrêté. » Il s'est arrêté. « Quoi ?» j'ai demandé. « Ceci, dit-il, est l'écriture d'un homme amoureux, mais la formulation, elle semble artificielle, comme si elle était écrite pour être trouvée. Une fausse piste, peut-être, ou un message pour quelqu'un d'autre. » J'ai regardé le regard de Poirot se diriger une fois de plus vers l'âtre, où le feu s'était éteint depuis longtemps. « Et pourtant, murmura-t-il,
Parfois ce n'est pas le feu qui réchauffe la vérité, mais les cendres qu'elle laisse derrière elle. Alors que nous nous dirigions vers la cheminée, Poirot s'arrêta brusquement devant l'horloge en laiton, ornée qui présidait la cheminée comme un juge sévère. C'était une belle pièce, française, pensai-je, les mains figées à 10h10. « Curieux, dit Poirot, fronçant légèrement les sourcils. « Avez-vous remarqué quelque chose, Hastings ?» J'ai regardé. « Eh bien, c'est arrêté. »« Non, dit-il. Ce n'est pas le cas, arrêté. Il a été ensemble, intentionnellement. » J'ai cligné des yeux. « Que veux-tu dire ?» Poirot s'accroupit et examina le dessous de l'horloge. Il y a une légère éraflure le long du levier de réglage. Quelqu'un l'a trafiqué. « Mais pourquoi ?» Poirot se redressa et croisa les bras. « Parce que le temps, mon ami, est le meilleur alibi de tous. » Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le soleil couchant. « Réfléchissons, Hastings. Charles a été retrouvé peu avant minuit. L'heure du décès est estimée à peut-être 1 heure ou 2 plus tôt. Mais si l'horloge du bureau indique 10h10, et nous prenons cela au pied de la lettre, cela plante bien le décor, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, mais si c'était en retard, alors toute la chronologie s'effondrerait. Précisément, dit Poirot. Et si la chronologie s'effondre, l'illusion du suicide aussi, parce qu'un homme ne réinitialise pas une horloge après se tirer une balle. Il tapota une fois la cheminée. C'est, comme disent donc les Américains, le chronométreur de la preuve irréfutable. Le développement final de la journée ne vint pas du manoir, mais du central téléphonique du village. Poirot, toujours insistant, avait demandé que l'opérateur local enquête pour savoir si un appel avait effectivement été passé depuis la ligne privée de Charles Remington la nuit précédant sa mort, en particulier vers l'appartement londonien de Miss Elvira Thorne. Le résultat n'était pas celui auquel je m'attendais. Un appel était placé, a confirmé l'opérateur, depuis la ligne d'étude à 22h07 exactement, connecté au numéro de Miss Thorne à Mayfair, durée 43 secondes. Poirot accepta cette information avec un lent hochement de tête. « Merci, mademoiselle, vous avez été des plus utiles. » Alors que nous revenions sur le chemin de campagne, en direction de Greystone Manor, je ne pouvais pas me contenir. « Mais Poirot, si l'appel a été passé depuis la ligne de Charles à 10h07 et que le coroner dit qu'il est décédé avant cette heure, alors qui a passé l'appel ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, Hastings, maintenant, vous commencez à poser la bonne question. Mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est... » Il a répondu. « Ou bien est-il simplement arrangé pour apparaître donc? Vous pensez que quelqu'un a réussi à s'en sortir après le meurtre pour donner l'impression que Charles avait prédit sa propre mort? » Poirot ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il regarda vers l'horizon, où les derniers rayons du soleil disparaissèrent derrière les pignons du manoir. « Il y a des fantômes, Hastings, dit-il. Pas ceux qui hantent les salles, mais ceux que nous créons. Et parfois, nous permettons à ces fantômes de parler, à partir de demain. Nous avons trouvé Lady Sibyl assise dans la véranda, sirotant du thé avec la sérénité de quelqu'un qui croyait avoir triomphé de la tragédie. Elle leva les yeux, pas entièrement surprise de nous revoir. La chaleur du soleil de midi filtrait à travers la vitre, projetant une lueur sur les fougères et les palmiers, même si son expression restait entièrement dans l'ombre. « De retour si tôt, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle, sa voix coupée mais pas méchante. Poirot s'inclina légèrement. « Madame, c'est dans ma nature de m'attarder là où les questions traînent, et les questions, je le crains, fleurissent dans cette maison comme des orchidées. » Elle posa sa tasse. « Je vous ai répondu honnêtement. » « En effet, madame,
dit doucement Poirot. Et pourtant, ce n'est souvent pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Pas dites, c'est très éloquent. Les lèvres de Lady Sibyl se resserrèrent. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Les yeux de Poirot se tournèrent momentanément vers une petite photo sur la table d'appoint. Charles enfant, assis sur les genoux de son père. « Vous avez beaucoup perdu, madame, votre mari, maintenant votre fils. Le chagrin est une chose lourde. » Son regard vacilla un instant. « Je l'ai toujours supporté comme un Remington le devrait. » Poirot hocha la tête, avec dignité et distance. Ses yeux se plissèrent. « Que veux-tu dire ? Seulement ceci. Le chagrin qui ne respire pas doit trouver une autre façon de parler. » Il y eut une longue pause. Puis, avec le moindre tremblement dans sa voix, elle dit « Charles avait des secrets. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Ah, et ces secrets, aviez-vous peur qu'ils soient révélés ?» Elle n'a rien dit. La voix de Poirot s'adoucit. « Vous n'avez peut-être pas tué votre fils, madame, mais je crois que vous avez essayé d'enterrer une partie de lui bien avant sa mort. » Lady Sibyl se leva, la conversation interrompue, mais ses yeux n'avaient plus le même acier. « Bonjour, monsieur Poirot. » Poirot s'inclina de nouveau. « Pour l'instant, madame. » La visite suivante de Poirot fut au bureau de feu Charles Remington dans l'aile ouest, un endroit beaucoup moins accueillant que les salons ornés du manoir. Là, parmi des étagères de factures, de manifestes d'expédition et de registres, Nigel Cartwright nous attendait avec un sourire serré, qui suggérait tout sauf l'hospitalité. « Je suppose que ce n'est pas un appel social, » a-t-il déclaré. « Ah non, monsieur, » dit Poirot en passant devant une pile de correspondances. « Je ne suis pas du genre à aimer le thé et les contes. » Nigel croisa les bras. « Alors Poisson, tais-toi après. » Le regard de Poirot parcourut lentement le bureau. « J'admire votre précision, chaque chose a sa place. Mais parfois, monsieur Cartwright, ce n'est pas ce qui est présent qui compte, mais ce qui est présent, manquant. » Il sortit de sa poche un mince cahier noir, le double du grand livre qu'ils avaient discrètement récupéré dans le coffre-fort privé de Charles. Nigel se raidit. « Où as-tu eu ça ? » « Cela n'a pas d'importance, » dit Poirot, d'un ton calme mais ferme. « Ce qui compte, c'est que cela ne corresponde pas à vos comptes publics. » Nigel fit un pas en arrière. « C'est l'écriture de Charles, pas la mienne. » En effet, mais les inscriptions, ces retraits, ces fausses factures, lui étaient-ils connus, ou commençait-il simplement à soupçonner? Nigel hésita. « Nous avons eu des désaccords. Il pensait que j'étais imprudent. » Poirot pencha la tête. « Et vous l'étiez ? » « Les affaires ont été lentes, » marmonna Nigel. « J'ai déplacé des fonds, temporairement. Pour stabiliser les choses, il a réagi de manière excessive. » Poirot l'étudia attentivement. « Alors vous admettez une irrégularité ? » ?»« Je n'admets rien d'illégal. »« Mais certainement contraire à l'éthique, » répondit Poirot. « Assez pour vous ruiner, a-t-il été rendu public ? » Nigel n'a rien dit. Poirot sourit légèrement. « Vous voyez, monsieur, le motif. Il se présente avant même l'occasion. En quittant la pièce, j'ai demandé à Poirot s'il croyait Nigel capable de tuer. Poirot dit simplement « Un homme qui cuisine les livres, Hastings, peut avoir faim de quelque chose de plus permanent. Nous avons trouvé Isadora Finch dans le jardin, portant un chapeau à large bord et un visage qui avait clairement pleuré plus récemment qu'elle ne voulait l'admettre. Elle coupait les tiges d'un rosier avec plus d'agressivité que d'habileté, et plusieurs fleurs gisaient mutilées à ses pieds. « Encore toi, » dit-elle sans lever les yeux. Poirot lui fit un sourire compatissant.
Ne désespérez pas si vite, mademoiselle. Nous ne sommes nous-mêmes que d'humbles jardiniers, essayant d'élaguer les mensonges. » Elle eut un rire sans humour. « Eh bien, bonne chance. » Poirot sortit un petit objet de sa poche. Un délicat bracelet en argent, parsemé d'aigues marines. Cela, a-t-il déclaré, a été trouvé juste à l'extérieur de la fenêtre du bureau. Isadora resta immobile. « Je n'en sais rien, » a-t-elle déclaré. « Mais tu le reconnais, non ?» Elle hésita. « On dirait celui que j'avais avant, mais je ne l'ai pas porté depuis des années. » « Alors quelqu'un a dû le prendre dans votre chambre, » dit Poirot doucement mais fermement, « pour le placer là. Pourquoi ferait-il ça ? » « Pour donner l'impression que j'étais là, » murmura-t-elle. « Vraiment ? » J'ai demandé. Elle m'a regardé, les larmes débordant maintenant. « Non, je le jure. Je suis monté tôt. Je ne pouvais pas supporter l'atmosphère. Lady Sibyl me déteste et Nigel me regarde toujours. » Poirot hocha lentement la tête. « Alors tu crois que quelqu'un te piège ? Je ne sais pas. » Elle a pleuré. Peut-être que Charles avait raison, peut-être qu'il était surveillé, peut-être que nous le sommes tous. Poirot se pencha légèrement pour croiser son regard. « Mademoiselle, je ne crois pas que vous soyez l'assassin, mais quelqu'un veut nous faire croire que vous l'êtes. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi ? » ?»« Parce que, » dit gravement Poirot, « vous êtes le mensonge le plus facile à dire. Une femme est conduite. » Et il se détourna, non sans laisser échapper une dernière remarque. Le bracelet a été planté, mais la main qui l'a placé était bien trop confiante dans son drame. Le révérend Basil Crane nous accueillit de nouveau dans son bureau avec l'air d'un homme qui ne s'attendait pas à une nouvelle visite et espérait plutôt ne pas en recevoir. Ses mains, qui étaient restées stables la veille, tremblaient maintenant légèrement alors qu'il versait du thé dans des tasses dépareillées. L'odeur de la mélisse et des vieux livres flottait dans l'air. « Je ne suis pas sûr de ce que je peux vous offrir de plus, messieurs, » dit-il en s'asseyant. « La mort de Charles nous a tous affectés. » Poirot incline la tête. « Mais pas tous de la même manière, révérend. » Crane cligna des yeux. « Je vous demande pardon ? Vous prêchez un dessein divin, non ? Mais quand les fils de ce monde s'en mêlent, il faut faire attention à ne pas se cacher derrière le voile de l'éternité. » Crane offrit un petit sourire inquiet. « Je crois que tu cherches quelque chose que je n'ai pas. » Poirot l'observa. « Et pourtant tu étais proche de la famille, un confident de confiance. Charles est sûrement venu vers toi. Peut-être avec des doutes, des peurs. » Crane détourna le regard. Nos conversations étaient de nature pastorale. « Ah, » dit doucement Poirot, ce qui veut dire « privé ». Exactement. Et pourtant, continua Poirot en se levant pour jeter un coup d'œil autour du bureau, vous êtes un homme d'affaires, vous traitez non seulement le péché, mais aussi le secret. Dites-moi, révérend, Charles vous a-t-il déjà parlé de mensonges ? Les yeux de Crane brillèrent. Il n'a avoué aucun acte répréhensible. Non, non, son mensonge, celui de quelqu'un d'autre. Il y eut un silence. Crane ajusta ses poignets. « Je ne peux pas rompre les confidences, monsieur Poirot. » Poirot se tourna, d'un ton désormais aigu. « Mais un homme est mort, et le meurtrier est vivant. Les confidences, révérend, peuvent devenir des complicités. » Crane se leva brusquement. « Vous avez votre chemin, j'ai le mien. » Poirot s'inclina avec une politesse exagérée. « Et les deux, je suppose, mènent au jugement. » Alors que nous sortions à nouveau dans le couloir, j'ai murmuré « Que penses-tu de lui ?» Poirot répondit doucement « Il ne nous dit rien, mais son silence parle de sermon. » Il était un peu plus de 5 heures lorsque nous retournâmes à notre logement temporaire, à l'auberge du village. Je m'assis lourdement dans le fauteuil près de la cheminée.
faisant tournoyer un modeste whisky dans mon verre et regardant les braises dansantes. Poirot, bien sûr, restait parfaitement droit, perché sur le canapé, avec l'attention d'un homme disséquant un spécimen invisible. « Je dois admettre, dis-je enfin, je suis complètement perdu. » Poirot ne leva pas les yeux. « C'est bon. »« Bien ?» J'ai bafouillé. « C'est un foutu labyrinthe. Nous avons un suicide qui semble suspect. Un appel téléphonique passé alors que l'homme était déjà mort. Un coupe-papier manquant, une fausse lettre d'amour, un bracelet planté, et maintenant un vicaire qui refuse de dire quoi que ce soit d'utile. Comment pouvez-vous y comprendre ?» Il tapota du bout des doigts. « Ah, mon ami, tu cherches la clarté dans le brouillard, mais parfois, ce n'est qu'en marchant dans le brouillard qu'on découvre le chemin. » Je l'ai regardé. « Ce n'est pas utile. » Poirot sourit faiblement. « Ce n'est pas censé être le cas. Vous voyez, Hastings, pour résoudre cette affaire, vous ne devez pas regarder avec vos yeux, mais avec votre compréhension. » Il fit une pause. De quoi s'agit-il réellement dans cette affaire? Meurtre, dis-je. Évidemment. Non, dit doucement Poirot. Il s'agit de peur, de honte, et de la nécessité de contrôler la façon dont on se souvient de soi. Je ne suis pas, ai-je admis. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la brume commençait à descendre sur les haies. Réfléchissez, Hastings. Quelqu'un voulait que Charles apparaisse à la fois prémonitoire et vaincu, pour donner l'impression qu'il s'attendait à la mort et qu'il l'accueillait. Mais pourquoi? Pour cacher la vérité, j'ai proposé. Oui, mais aussi pour construire une histoire. Voyez-vous, le meurtrier n'est pas seulement un tueur. Il ou elle est un dramaturge, créer une illusion. J'ai cligné des yeux. Alors, qui est le public? Poirot se tourna vers moi, les yeux brillants. Eh bien, mon ami, nous. Peu après le petit déjeuner, Poirot s'excusa du salon et disparut dans le couloir, avec ce que je ne peux que décrire comme une furtivité féline. J'ai suivi à un rythme plus digne, pour ensuite être arrêté par le son de voix, l'une brève et aristocratique, l'autre indéniablement celle de Poirot, calme et implacable. Je me suis rapproché. Ils étaient dans la salle du matin. Par la porte entr'ouverte, j'ai vu Lady Sibyl debout devant le foyer, une main gantée tenant une pince à cheminée, l'autre protégeant ses yeux d'un panache de cendre. Poirot, toujours imperturbable, se penchait près de la grille, avec une canne à manche en argent, tapotant doucement les restes fumants de ce qui ressemblait beaucoup à un livre. « Madame, » dit doucement Poirot, « ce n'est pas un incendie ordinaire. » Lady Sibyl se tourna brusquement. J'avais froid. « Et donc tu as alimenté les flammes avec des pages ?» Poirot sortit de la grille, un morceau à moitié carbonisé, l'encre tachée, mais encore à peine lisible. La première ligne disait « Lundi 8. Elvira a annulé le dîner. Je dois parler avec Nigel. Quelque chose ne va pas avec le reste a été brûlé. » C'était un vieux cahier, dit-elle rapidement. Cela n'avait aucun sens. Mon fils avait l'habitude de noter ses pensées. Ce n'était rien de plus que de vains gribouillages. Poirot se leva lentement. « Non, madame, les pensées vaines d'un homme sont rarement chronométrées avec autant de précision. » Elle croisa son regard, les yeux brillants. « M'accusez-vous de quelque chose, monsieur Poirot ?»« Pas encore, » dit-il en époussetant les cendres de son poignet. « Mais vous interférez dans une enquête, cela en dit long. » La voix de Lady Sibyl baissa. « Je protégeais la mémoire de Charles, c'est tout. Il n'allait pas bien, il s'effondrait. »« Où ?» dit doucement Poirot. Il était sur le point de révéler une vérité que quelqu'un voulait enterrer en fumée. En quittant la pièce, je l'ai rattrapé.
Tu penses qu'elle sait qui a fait ça? Poirot ne répondit pas directement. Elle sait que ce qu'elle souhaite n'a jamais été écrit. Cet après-midi-là, Poirot et moi avons fait une promenade aux abords du domaine de Remington, accompagné du vieux jardinier, M. Wells. C'était un homme nerveux, avec des mains comme de l'écorce et des yeux qui en avaient vu bien plus qu'il ne voulait l'admettre. « C'est la vieille cabine téléphonique que vous recherchez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en plissant les yeux vers le verger. « Oui, » répondit Poirot. « Celui près de la porte sud. Oui, toujours branché, même si personne ne l'utilise ces jours-ci. C'est un peu une relique. Nous avons suivi un chemin moussu jusqu'à une structure en bois, en ruine, nichée à côté d'une clôture en fer. » Il se pencha légèrement, comme fatigué de sa propre existence. « La voici, » dit Wells en tapotant le côté. C'est drôle, cependant. La nuit avant la mort de M. Charles, je fermais à clé l'abri de jardin, tard, vers 10 heures environ, et j'ai vu quelqu'un sortir ici. La tête de Poirot pencha. « Vous les avez vus clairement ?» Wells secoua la tête. Manteau foncé, pas rapide. Cela aurait pu être n'importe qui. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai pas réfléchi beaucoup plus. Poirot regarda à l'intérieur de la cabine. Le récepteur était en place, mais les planches du plancher étaient éraflées, fraîches. « Vous avez dit 10 heures ?» il a demandé. « Plus ou moins. Après que le personnel soit arrivé, mais avant que les lumières ne s'éteignent. » Poirot hocha la tête, puis se tourna vers moi. « Hastings, notez ceci, s'il vous plaît. Quelqu'un a utilisé ce téléphone juste avant que l'appel impossible ne soit reçu. Mais si l'appel venait de l'intérieur de la maison. » Poirot leva un doigt. « Si, mon ami. Sieste à la porte à la mauvaise orientation. » De retour dans nos modestes chambres au-dessus de l'auberge du village, je regardais le crépuscule nuageux, tandis que Poirot disposait les morceaux de sucre en rangées précises sur le plateau à thé. Une de ses habitudes lorsque les pensées se mettaient en place. « Alors, commençai-je, vous avez parlé à tout le monde. Vous avez trouvé des faux fuyants, de fausses lettres, des horloges cassées, et maintenant quelqu'un se dirige vers la cabine téléphonique la nuit tombée. Et pourtant vous n'avez rien dit de vos soupçons. » Poirot ajouta un 6e morceau de sucre et hocha la tête. « Toi à voir, tu as compris, n'est-ce pas? » « Ah, mon ami, dit-il, je commence à voir le motif dans la tapisserie. Les fils, ils ont toujours été là, mais maintenant ils tissent. » Je me suis penché en avant. « Vous pensez que ce n'était pas un suicide? » Il sourit. « Hastings, c'était jamais suicide. C'était une mascarade conçue pour paraître poétique, tragique, inévitable. Mais aucun homme ne met en scène son propre destin avec autant d'art et ne meurt avant la fin du spectacle. Mais qui? » « Chut !» Il leva la main. « Bientôt, pas encore. » J'ai gémi. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas? »« J'apprécie la vérité, » a-t-il déclaré. Et il est presque prêt à se présenter. Encore quelques questions. Une dernière illusion à démêler. J'ai soupiré et me suis levé. Dois-je au moins commander le dîner? Poirot sourit et désigna les morceaux de sucre. Et ruiner la symétrie? Non. Dis non après que justice soit rendue. Il était un peu plus de 7 heures du soir lorsqu'Hercule Poirot convoqua la maisonnée dans le grand salon de Greystone Manor. La pluie frappait doucement les fenêtres à plomb, et un silence orageux s'était installé sur la maison, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Le salon avait été aménagé comme une scène. Le mobilier avait été subtilement repositionné. Les chaises disposées en demi-cercle, la cheminée allumée derrière Poirot, qui se tenait tel un chef d'orchestre devant un orchestre de tension. Lady Sibyl fut la première à arriver, glacée comme toujours, ses mains gantées, soigneusement croisées sur ses genoux. Nigel Cartwright le suivit,
semblant calme mais visiblement instable. Isadora Finch s'affala dans un fauteuil en velours, évitant tout contact visuel avec qui que ce soit. Le révérend Crane entra en dernier, serrant fermement sa Bible, comme si elle pouvait le protéger de quelque chose sur le point de descendre. Poirot resta silencieux jusqu'à ce que tout le monde soit installé. Hastings et moi étions postés près de la porte, prêts à assister au dénouement de l'illusion. « Mesdames et messieurs, commença Poirot, je vous ai appelés ici pour l'acte final. » Nigel eut un petit rire cassant. « Vous faites en sorte que cela ressemble à une pièce de théâtre. »« Mais bien sûr, » répondit Poirot, « une pièce très astucieusement écrite, avec des orientations erronées, de faux sentiments, et un rideau qui tombe beaucoup trop commodément. » Il fit une pause pour laisser les mots s'installer. « Vous voyez, quelqu'un parmi nous a assassiné Charles Remington. Et il l'a fait avec beaucoup de soin, en forgeant une histoire de désespoir, en fabriquant des indices comme des accessoires et en organisant un suicide pour dissimuler ce qui était, en vérité, un acte froid et calculé. » Isadora bougea. Les yeux de Lady Sibyl se plissèrent. Le révérend baissa les yeux. Poirot s'avança en joignant les mains. Mais désormais, le temps du théâtre est révolu. Revenons à la vérité. Poirot faisait lentement les 100 pas devant la cheminée, sa silhouette dansant sur le manteau de pierre, alors que les flammes vacillaient. « Commençons, » dit-il, par l'illusion de la fatalité, l'idée que Charles Remington prévoyait sa propre mort. On nous dit qu'il a téléphoné à sa fiancée, mademoiselle Elvira Thorne, pour la prévenir. Et puis, miracle, il meurt, comme il l'avait prédit. Il se tourna, tranchant comme une lame. Mais il y a un problème, n'est-ce pas? L'appel a été passé après. Charles était déjà mort. Il y avait un silence collectif dans la pièce. Et donc, a poursuivi Poirot, nous devons nous demander si l'appel n'est pas venu de la bouche d'un homme condamné, alors qu'il a orchestré. Il s'approche de la table et brandit 3 objets. Un fragment de papier brûlé, la bobine interne de l'horloge cassée et une page du journal du central téléphonique. « Ce sont, dit-il, vos outils de détournement de route. » Il désigna d'abord l'horloge. En retrait de 24 heures précisément. Une petite touche facile à manquer, et pourtant elle recadre toute la chronologie. Elle dit au monde, il est mort à 10 heures, mais non, c'est un mensonge. Une horloge ne peut pas témoigner si elle a déjà été falsifiée. Il brandit la page carbonisée. Un journal intime, brûlé avant de pouvoir révéler quelque chose de gênant. Peut-être un soupçon, peut-être une accusation. Quoi qu'il en soit, quelqu'un avait peur de ce qu'il pourrait dire. Enfin, le journal. Et l'appel. Ah oui, l'appel. Un message enregistré et délivré à l'aide d'un vieux phonographe du stockage du bureau, retransmis sur la ligne privée du domaine, un fantôme, invoqué par du fil et de la cire. Nigel pâlit. Les doigts de Lady Sibyl se resserrèrent davantage. Poirot déposa les objets. Ce n'était pas le destin, c'était l'architecture. Poirot se dirigea maintenant vers la table d'appoint et leva un verre de vin immaculé. Vous voyez ça, mes amis? L'un d'une paire, l'autre a été brisé, retrouvé à côté du corps. L'implication. Que quelqu'un d'autre était là, que peut-être une lutte avait eu lieu. Il se tourna, son expression théâtrale. Mais c'était un mensonge, je fronçai les sourcils. Un mensonge? Poirot me sourit gentiment. Oui, Hastings, permettez-moi de démontrer. Il sortit de sa poche le fragment de verre, soigneusement enveloppé dans un mouchoir. Cela allait été trouvé sous le fauteuil du bureau, trop loin du corps pour être compatible avec un acte de violence soudain. Et plus important encore, le vin qu'il contenait était blanc. Lady Sibyl cligna des yeux. Donc, madame, Charles buvait du rouge,
toujours. Sa gouvernante l'a confirmé. Et aucune bouteille de vin n'a été ouverte ce soir-là. Nigel se pencha en avant. « Alors qu'est-ce que tu dis? Que le verre avait été brisé la veille, lors d'un petit accident entre Mademoiselle Thorne et Isadora Finch, comme consigné discrètement dans une lettre rédigée par Charles et jamais envoyée. Une note que j'ai trouvée cachée dans le bord de son sous-main. » Poirot fit un petit signe de tête satisfait. Mais le tueur a vu le verre brisé et a pensé « Ah ah, une autre couche à l'illusion. » Alors, ils l'ont laissé là où cela pourrait éveiller les soupçons. Il se tourna une fois de plus vers le groupe. Ce n'était pas une preuve, c'était du théâtre, conçu non pas pour révéler la vérité, mais pour la confondre. Isadora expira en trémèse. Nous avons donc tous été induits en erreur. Poirot hocha la tête, par quelqu'un qui connaissait le drame, et qui le connaissait bien. Poirot s'approche maintenant du bureau. Ses doigts flottaient sur un morceau de papier à lettres ivoire, plié, protégé dans une pochette transparente. « Maintenant, nous arrivons, » dit-il, solennellement, à la plus romantique des tromperies. Tout le monde se pencha en avant. Cette lettre, poursuivit-il en soulevant la page avec une délicate révérence, a été découverte dans le bureau de Charles Remington, adressée à une femme nommée Adélaïde, un nom inconnu de son entourage. Elle parle de nostalgie, de regret et d'affection interdite. Il fit une pause, et ses yeux se tournèrent vers Nigel. À première vue, il dresse le portrait d'un homme déchiré par un amour impossible, une raison peut-être pour se suicider, une explication simple et tragique. C'est pourquoi il a été écrit, dit catégoriquement Poirot, par quelqu'un d'autre. Il y a eu un petit hoquet. Lady Sibyl se moqua. « Êtes-vous en train de dire que la lettre est un faux? » « Je dis que c'est conçu être un. » Poirot se tourna vers Hastings. « Tu te souviens, mon ami? Je t'ai demandé de récupérer les cahiers d'université de Charles dans le grenier? »« Oui, dis-je, l'heure la plus ennuyeuse de ma vie. Et pourtant vitale, sourit Poirot, car on y retrouve l'écriture authentique de Charles, ronde, nette et avec une inclinaison très particulière. Il a brandi la lettre. Ceci n'a aucun de ces traits. La pression du stylet est inégale, le phrasé est mélodramatique. Et la signature, une imitation, bâclée. Il se retourna vers la pièce. La lettre en a été placée pour suggérer un chagrin, un motif. Mais c'était une fausse piste. Nigel bougea. Et alors, il n'était amoureux de personne? Peut-être qu'il l'était, a déclaré Poirot. Mais pas avec Adélaïde, parce qu'Adélaïde, je crois, n'existe pas. Il laissa le journal tomber sur le bureau. Il n'a pas été écrit pour pleurer un amour perdu. Il a été écrit pour convaincre le monde que Charles avait perdu la volonté de vivre. Poirot sortit maintenant une petite pochette en velours de son manteau. De là, il a sorti le délicat bracelet en aigue marine que nous avions trouvé plus tôt, légèrement terni par l'herbe humide, mais par ailleurs impeccable. « Ceci, dit-il, a été découvert près de la fenêtre du bureau, un endroit où seul le tueur aurait pu se trouver. » Il regarda Isadora Finch. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous avez nié le posséder, et pourtant, il correspond à la description d'un bracelet vu à votre poignet il y a des mois. Un cadeau que Charles vous a offert, non? » Le visage d'Isadora s'est vidé de toute couleur. « C'était il y a longtemps, je l'ai rendu. » « En effet, à qui? » Elle cligna des yeux. « À Charles, bien sûr. »« Ah !» Poirot hocha la tête. « Donc seul Charles aurait pu l'avoir, ce qui rend très intéressant qu'il soit apparu. Tout à fait opportun, juste après sa mort. » Nigel s'éclaircit la gorge. Peut-être qu'il l'a laissé tomber. « Non, » dit Poirot, la voix aiguisée. « Il a été placé là, planté,
comme une graine de suspicion, conçue pour attirer l'attention sur une femme jalouse avec un motif. Il se tourna de nouveau vers Isadora. Vous étiez censé être un suspect commode, une femme aux sentiments non partagés, le parfait bouc émissaire. Isadora trembla mais soutint son regard. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle, « mais quelqu'un voulait que je ressemble à ce que j'avais fait. » Poirot hocha la tête. L'exactitude. Et c'est là tout l'éclat de la tromperie, planter non seulement de faux indices, mais aussi des indices émotionnellement crédibles. Il marchait lentement sur le tapis. Il faut un certain type d'esprit pour faire cela, Hastings. Pas seulement criminel, mais théâtral. Une personne qui comprend la psychologie, qui fabrique la culpabilité à partir de gestes et plante le décor comme un dramaturge. Il tourna les talons. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous approchons de l'acte final. Poirot laissa le silence s'épaissir dans le salon. Puis il se tourna lentement, de manière théâtrale, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Nigel Cartwright. « Monsieur Cartwright, » dit-il d'une voix désormais aussi nette qu'une lame, « vous êtes, j'ai le regret de le dire, l'auteur de cette pièce cruelle. » Nigel se leva, les mains tremblant légèrement. « C'est absurde. »« Est-ce que c'est ?» répondit Poirot. « Vous aviez les moyens, la motivation et l'opportunité. Mais plus que cela, vous aviez le intellect d'exécuter un crime non pas par force brute, mais par maîtrise psychologique. » Lady Sibyl haleta. Isadora se couvrit la bouche. Le révérend Crane s'accrochait à sa chaise, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Continua Poirot, marchant lentement sur le sol. Vous aviez détourné des fonds de l'entreprise. Au début, de petites sommes, faciles à cacher. Mais Charles a ensuite commencé à se méfier. Il vous a confronté. Nous le savons grâce au journal que vous aviez brûlé avec tant d'empressement. La mâchoire de Nigel se serra. Vous saviez qu'il était sur le point de vous dénoncer. Et cette révélation signifiait la ruine, sociale, professionnelle, financière. Mais plus que cela, cela signifiait honte. Et la honte est la seule chose que vous ne pouviez pas vous permettre. Il désigna Nigel. Vous avez donc mis en scène sa mort. Vous avez inventé toute une fiction. Un homme désespéré, un cœur brisé, un mystérieux coup de téléphone. Et puis vous l'avez tué, vite et proprement, à l'aide du coupe-papier que vous avez caché, assez intelligemment, dans le socle de l'horloge de grand-père. Le visage de Nigel était désormais pâle. Vous ne pouvez pas le prouver. Ah, dit Poirot, mais je peux. L'horloge a été démontée cet après-midi. L'arme est là, avec vos empreintes digitales, sans aucun doute. Il se tourna vers le reste de la pièce. Mes amis, je vous présente un homme qui a joué le rôle de marionnettiste avec chagrin, utilisant l'illusion comme allié et le sentiment comme écran de fumée. Il se tourna vers Nigel une dernière fois. « Mais mon cher monsieur, tout spectacle doit se terminer, et le vôtre, il se termine maintenant. » Poirot prit un moment, puis souleva un petit objet du coin de la cheminée. Un phonographe poussiéreux en laiton. « C'est, a-t-il dit, c'est l'éclat final, le chef-d'œuvre de la mauvaise direction, le fantôme dans les fils, pour ainsi dire. » Il se dirigea vers le centre de la pièce et posa doucement le phonographe sur la table, comme s'il révélait le dernier indice d'un acte de magicien. Revenons au détail, le plus singulier de cette affaire, l'appel téléphonique. Miss Thorne, vous l'avez reçu à 22h07 précise. Un avertissement, délivré par la voix de Charles, vous disant de ne pas assister au dîner, qu'il serait mort demain. Elvira hocha la tête en silence, encore pâle des révélations. Poirot hocha la tête en retour. En effet, mais Charles était déjà mort lorsque cet appel a été passé. Alors comment?
Demandez-vous, sa voix a-t-elle pu traverser le temps? Il appuya doucement sur le phonographe. Avec ça, il se tourna vers Hastings. Vous vous souviendrez, mon ami, du meuble poussiéreux du bureau, celui avec un tiroir manquant. Oui, dis-je. Nous pensions qu'il avait été falsifié. Bien sûr, parce que c'était le cas. À l'intérieur, nous avons trouvé cet appareil, un vieux phonographe doté d'un mécanisme de minuterie, un interrupteur mécanique, modifié pour déclencher la lecture à une heure définie, ingénieux. Lady Sibyl avait l'air stupéfaite. Vous dites, l'appel était enregistré. Oui, dit Poirot. Le tueur a enregistré la voix de Charles, peut-être lors d'une conversation informelle, ou même subrepticement, et a truqué le phonographe pour appeler le numéro de Miss Thorne via la ligne locale interne du domaine. Une connexion qui, pourrais-je ajouter, permet toujours d'acheminer les appels manuellement. Il s'avança, et ainsi, à 10h07, le téléphone a sonné. L'enregistrement a été diffusé, et l'illusion était totale. Un appel d'outre-tombe. Nigel, son masque craquant, rit une fois. Un son bref et amer. Tu ne peux pas prouver c'est moi qui ai fait ça. Poirot pencha la tête. Mais nous pouvons. Le jardinier a vu quelqu'un se faufiler vers la vieille cabine téléphonique cette nuit-là. Vous avez laissé des traces, monsieur. Et le phonographe? Les empreintes digitales étaient les vôtres. Il fit une pause, puis ajouta avec un léger sourire. C'était un plan intelligent. Trop intelligent, peut-être. Vous avez compris le temps comme un outil, mais vous avez oublié que dans le meurtre, comme au théâtre, le timing est primordial. Nigel s'assit lourdement, vaincu. Et c'est ainsi que le mystère s'est révélé. Non pas avec un cri, mais avec la gravité silencieuse et inévitable de la vérité. C'est juste au moment où la pièce commençait à bouger. Nigel tremblait visiblement. Lady Sibyl sans voix, et Isadora toujours agrippée aux accoudoirs de sa chaise, que Poirot hocha doucement la tête en direction du majordome, qui se tenait silencieusement près de la porte depuis le début. « Maintenant, monsieur Holloway, » dit doucement Poirot. Le majordome âgé, mais impeccablement calme, s'inclina légèrement, tourna brusquement les talons et disparut dans le couloir. Je me tournai vers Poirot, perplexe. De quoi s'agissait-il? Tu verras, mon ami, murmura-t-il. Il est toujours sage d'anticiper le prochain mouvement d'un homme lorsque ses options sont épuisées. À peine une minute s'est écoulée avant qu'une agitation résonne dans le hall d'entrée. Un bruit de pas, un halètement et un ordre sec. Puis, Holloway réapparut, tenant la porte entr'ouverte. Derrière lui, le col défait et le manteau à moitié boutonné, se tenait Nigel Cartwright, essayant, sans succès, de paraître calme. « Je prenais juste l'air, » dit Nigel, essoufflé. Poirot haussa un sourcil. « Et vous emportez votre passeport avec vous, sans doute ?» Nigel fronça les sourcils. Ses yeux se tournèrent vers la poche latérale de son manteau, où le petit étui en cuir était à peine visible. « Vous oubliez, monsieur, » poursuivit Poirot. « J'ai déjà vu des hommes paniquer. C'est une chose des plus prévisibles. Vous n'avez pas attendu pour nier le crime. Vous avez attendu votre signal pour partir. Mais hélas, votre évasion, comme votre illusion, était mal chronométrée. Nigel a été reconduit dans le salon, cette fois, non pas en tant que suspect, mais en tant qu'homme capturé. Une fois de retour au salon, Nigel s'effondra dans le fauteuil le plus proche, le visage vidé de ses couleurs, la bravade complètement disparue. La pièce était silencieuse, le poids de la vérité retombant comme de la poussière dans l'air. « Je ne voulais pas le tuer, » marmonna-t-il enfin, sa voix ténue, presque enfantine dans sa défaite. Ça n'était pas censé se terminer comme ça. Poirot se tenait en face de lui,
les bras soigneusement croisés. Et pourtant, c'est fait. Nigel le regarda, les yeux creux. Il allait tout ruiner, l'entreprise. Moi, j'avais fait des démarches malheureuses, des prêts temporaires sur les comptes. Charles l'a découvert et menacé d'être révélé, termina Poirot pour lui. Il allait entrer au conseil d'administration. Mon nom aurait été perdu. Le nom de ma famille. Mon père a construit cette entreprise. Tout se serait effondré. Alors tu as fait passer la mort pour un suicide, dis-je doucement. Nigel hocha la tête. Je n'ai pas tout planifié d'un coup. Cela a commencé comme un mensonge, une note par-ci, un indice par-là. Puis l'idée du téléphone m'est venue. Si je pouvais convaincre les gens que Charles s'attendait à sa mort, personne ne le remettrait en question. Poirot pencha la tête. Et tout ça, pour préserver la réputation. Nigel eut un rire amer. Vous ne comprenez pas. Dans mon monde, la honte, c'est la mort. La voix de Poirot baissa. Alors vous avez choisi une mort différente, une mort bien plus permanente. Nigel n'a pas répondu. Il regarda simplement le tapis sous ses pieds, comme s'il contenait une réponse qu'il avait manquée. Plus tard dans la soirée, après que le gendarme eut emmené Nigel et que le silence fut revenu sur la propriété Remington, Poirot et moi nous sommes assis près du feu dans le salon. J'avais toujours l'impression de me réveiller d'un rêve rempli d'horloges, de mensonges et de fantômes. « Alors c'est tout ?» j'ai demandé. « C'est fini ?» Poirot hocha lentement la tête. « Oui, Hastings, le rideau est tombé. » Mais tout cela, l'appel, le journal, le bracelet, l'horloge, tout semblait plus grand que nature. Poirot sourit, parce qu'il avait été conçu pour ressentir cela, un meurtre de l'esprit, pas seulement de la main, une performance. Il se pencha en avant, tapotant le bout de son index contre la cheminée. L'éclat de cette histoire, mon ami, ne résidait pas dans l'acte lui-même, mais dans l'illusion du temps. En ajustant l'horloge, en brûlant le journal et en envoyant un message après la mort, il a donné l'impression que le destin avait parlé, que la mort de Charles avait été écrite bien avant la balle. Et pourtant, dis-je, vous avez vu clair. Mais bien sûr, dit-il, parce que quand les pièces sont aussi chouettes, quand l'histoire colle aussi, eh bien, alors il faut se demander, qui écrit cette pièce? J'ai ri. Vous et vos métaphores théâtrales. Poirot eut un sourire narquois. Le meurtre Hastings ressemble beaucoup au théâtre. Il y a toujours un casting, un motif et un public. Il fit une pause, puis ajouta plus doucement. Mais dans ce cas, le public était censé inclure l'avenir. Plus tard dans la nuit, Poirot et moi nous sommes de nouveau assis devant le feu. Dehors, l'orage était passé, ne laissant derrière lui que le léger claquement de la pluie sur les fenêtres et le bruissement occasionnel du vent dans le lierre. Poirot, les doigts croisés, regardait les flammes. C'est curieux, n'est-ce pas, Hastings? Le téléphone, un appareil destiné à combler la distance, était utilisé à la place pour combler les distances. Temps. J'ai haussé un sourcil. Vous voulez dire l'illusion? Mais oui. Le tueur a créé une voix fantôme, un fantôme qui ne murmurait pas depuis l'au-delà, mais depuis la bobine d'un enregistrement. Ce n'était pas seulement un truc de mécanique, c'était une manipulation de psychologie. Il sirota sa tisane, puis ajouta doucement. Le génie n'était pas de nous faire croire que Charles était mort. Il consistait à nous faire croire qu'il était déjà mort, accepter sa mort. J'ai froncé les sourcils. Alors nous avons arrêté de demander au MS « Je voulais sa mort » et j'ai commencé à demander pourquoi il a abandonné. Poirot sourit faiblement. « Exactement, mon ami, c'est le danger du théâtre. Ça éblouit, et ce faisant, ça retarde la déduction. »
Il se pencha en arrière, les yeux brillants. « Et c'est pourquoi, Hastings, cette affaire ne concernait pas uniquement un meurtre. Il s'agissait de réécrire le temps. » Le lendemain matin, le manoir semblait plus léger, comme si un poids s'était levé de ses murs de pierre. La pluie s'était arrêtée. Une douce brise emportait le parfum de la terre retournée et des feuilles fraîches. Poirot et moi étions aux portes alors que la maison se préparait à retourner à ses routines difficiles. Elvira Thorne est sortie en dernière position. Elle portait un manteau modeste, ses cheveux soigneusement coiffés sous un chapeau. Dans ses bras se trouvait un petit sac de voyage. Son visage était calme, trop calme peut-être. Elle nous a fait un signe de tête courtois. « Je voulais vous remercier, Monsieur Poirot, » dit-elle doucement, « pour la vérité. » Poirot s'inclina. « La vérité n'est souvent pas la bienvenue, mademoiselle, mais elle est toujours nécessaire. » Elle hésita. « Pourtant, ça ne répare pas ce qui est cassé. »« Non, » a-t-il répondu, « mais cela évite de nouvelles fractures. » Il y eut une pause. Je me suis avancé. « Resterez-vous à Londres ?» Elle sourit faiblement. « Je pense que je vais partir un moment, dans un endroit calme. » Elle se tourna comme pour partir, puis s'arrêta. Sa main se déplaça légèrement sur son abdomen, un geste suffisamment subtil pour être manqué, à moins que ce ne soit Poirot. Son regard se rétrécit. Une lueur traversa ses yeux. Puis, doucement, il hocha la tête. « Bon voyage, mademoiselle. » Elle lui lança un long regard, qui contenait à la fois de la gratitude et du chagrin, avant de monter dans la voiture qui l'attendait. Je me tournai vers Poirot. Elle semblait différente. « Elle l'est, » dit-il doucement. « Que penses-tu qu'elle va faire maintenant ?» Poirot sourit, toujours aussi énigmatique. « Elle portera quelque chose que Charles n'a jamais connu. Un héritage non pas de nom, mais de vie. » Puis il ajusta ses poignets, se tourna vers le manoir et dit d'un ton définitif: « En fin de compte, mon ami, ce n'était pas l'appel qui venait de demain, mais la conséquence. » Alors que le brouillard de l'illusion se dissipait et que la vérité se révélait, il devint clair que même la tromperie la plus soigneusement orchestrée ne peut échapper à l'attention des Hercule Poirot, petite cellule grise. Une horloge à reculons, une voix d'entre les morts et une traînée de fumée censée brouiller la frontière entre la vie et l'héritage. Tout cela démêlé par la précision de l'esprit et non par l'évidence de l'œil. En fin de compte, Poirot nous le rappelle encore une fois. Il n'y a pas de mystère trop intelligent qui ne puisse être démêlé par l'ordre et la logique de l'esprit humain. Et moi, eh bien, j'ose dire que toute cette histoire m'a fait hésiter à répondre au téléphone après le crépuscule. Remarque finale de Hastings. Pourtant, Poirot, si quelqu'un fait appeler moi du futur, j'espère qu'ils auront au moins la courtoisie de m'avertir du marché boursier. Selon vous, quel a été l'indice le plus intelligemment planté qui a presque trompé tout le monde, sauf Poirot? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère classique d'Hercule Poirot, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à donner vie à des romans policiers plus passionnants chaque semaine. D'autres aventures mystérieuses avec le grand détective belge approchent à grands pas. Restez à l'écoute.